seul le procès verbal de l'ELECAM fait foi. Pour dire, voyons donc, regardez ce que vous avez mis, vous vous êtes trompé. Dans notre bureau du vote, je ne suis pas du même parti que lui, mais nous tous, voilà ce qu'on a signé. Il dit non, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est seulement le procès verbal de l'ELECAM qui compte. Donc, ils sont allés faire ça, mais malheureusement pour eux, il y a des bases de données où tous ces PV qu'on a reçus à la source dans les bureaux de vote sont là. Et chaque Camerounais maintenant sait c'est quoi le résultat qui est sorti ce soir-là. Et c'est ça la difficulté que M. Biya a pour la première fois, parce qu'avec les réseaux sociaux et la digitalisation de la vie de tous les jours, leur code électoral de tricherie ne s'est pas adapté à ça. Et donc, ils sont allés fabriquer ça, mais plusieurs candidats de l'opposition viennent chacun avec le procès verbal qui est sorti dans bureau A, bureau B, bureau C. Et c'est sur l'amalgamation, donc l'addition de tous ces PV-là qui sont disponibles au niveau des bureaux de vote que M. Issa Chiroma a annoncé sa victoire, tout en sachant que normalement, c'est le Conseil constitutionnel qui lira d'ici le 26 ou le 29. Mais par contre, la population est en train de s'organiser pour dire, nous avons tous vu les résultats. Si les résultats que vous allez annoncer, on va respecter la procédure. Mais si c'est différent de ce qui est sorti réellement des unes bureau par bureau que nous avons et que vous n'aviez pas contesté à ce moment que c'est sorti, mais on va tous se mettre dans la rue et mourir sur le feu. Voilà vraiment la situation du Cameroun. On attend les résultats, mais on attend les résultats avec une population qui sait bureau par bureau ce qui est sorti. Et les différents partis politiques ont aussi leur site internet avec les différents bureaux comme en Haïti. Tu dis tel bureau a 8, voilà. Là, les signatures des gens qui étaient, y compris même le représentant de M. Biya. Donc, ils sont pris dans une situation, ils vont annoncer leurs résultats à eux, falsifiés. Et d'ailleurs, quand on parle de la falsification, il y a des Camerounais qui ont fait les vigiles. Et ils ont surpris les membres de l'ELECAM, là, parce que l'ELECAM est nommé par M. Biya lui-même. Et puis, le long du processus, il y a des juges de ceci, mais qui dépendent que de lui. Donc, les Camerounais ont débusqué plusieurs bureaux où on était en train de fabriquer l'intérieur de ce que je t'ai dit là. Il y a même des gens qui ont été menacés quasiment de mort par la population. Et ils ont déclaré ce qu'ils sont en train de faire. C'est que, regarde, nous, on a l'habitude de changer l'intérieur. Donc, c'est ce qui se passe alors. Mais la population, c'est au niveau des bureaux de vote ce qui était réellement sorti comme résultat. Honneur, respect, mes chers amours. Merci de vous joindre à nous pour cette émission qui va se porter exclusivement sur un pays que vous connaissez tous, que vous avez probablement suivi. On était tous rivés devant nos téléviseurs, les médias sociaux pour s'assurer et savoir ce qu'il en est avec les élections au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, on va parler de cela parce que vous savez, les résultats ne sont pas encore connus et il y a plusieurs choses qui se passent entre-temps. Donc, pour mieux comprendre la situation actuelle au Cameroun, j'ai invité un ami frère qui est aussi un militant parce que il se bat à travers un organisme dont il a créé et qui fait un travail assez remarquable à l'extérieur du Cameroun, mais qui a une influence aussi à l'intérieur du pays. Donc, notre invité, vous le connaissez déjà, hein, et je vais vous inviter à regarder aussi ma première interview que j'ai eue avec lui sur le sujet. C'est son pays de cœur, son pays d'origine, et qu'il le porte avec le flambeau éternel dans toute cette tripe. Alors, sans plus tarder, nous recevons notre ami Michael Fogen. Et puis, il va nous parler de la situation actuelle. Et donc, comme vous savez, la formule, on se tutoie parce qu'on est en famille, on discute de choses qui nous concernent. Alors, notre cher frère, comment est-ce que tu vas? Bonjour d'abord à tous les auditeurs de votre radio et à tout le peuple haïtien que nous, Africains, portons nos cœurs avec les autres peuples de la diaspora noire dans les Antilles et à travers le monde. Donc, je me porte bien malgré la situation, le fait que notre oreille et notre attention est sur ce qui se passe présentement au Cameroun. Parce que, comme tu le sais, nous, le combat que nous, de la diaspora africaine et de l'Afrique et de la diaspora, nous battons dans chacun de nos pays respectifs, c'est d'installer un état de droit sans lequel notre développement ne pourra pas se faire. Et Dieu seul sait que ces pays noirs, en général, ont la majorité des matières premières du monde. C'est pour ça aussi qu'ils font l'objet des convoitises de plusieurs pays qui participent à nous maintenir dans l'état que tu sais, parce que même nous, lorsqu'on va parler des élections du Cameroun, c'est un régime néocolonial et dans son effort de s'agripper au pouvoir, vous verrez qu'il y a beaucoup de
l'effort qui est fait par l'ancienne puissance coloniale et ses amis de ce qu'on appelle la communauté internationale pour protéger le dictateur en place et s'assurer qu'il reste, parce que les accords qu'il a signés avec tous ces pays qui dominent le monde sont exclusivement à l'avantage de ces pays-là et non à l'avantage de nos peuples. Et le fait que nous qui habitons en Occident, là où le centre du monde se trouve pour l'instant, et que nous savons exactement comment les choses se passent, nous nous battons pour que nos pays puissent aussi jouir de cette nouvelle connaissance mondiale de la façon d'administrer les pays et de s'assurer que le seul critère pour accéder au pouvoir, c'est la confrontation des projets de société pour adresser les problèmes et les enjeux de notre société. Or, pour l'instant, dans la plupart de nos pays, ce système n'est pas accepté. On le dit théoriquement, mais dans l'application, ça ne se respecte pas. Et c'est ce qui se passe actuellement au Cameroun, s'agissant des élections. Donc, notre organisation dans laquelle je travaille, au fait, c'est pas moi personnellement qui l'ai créée, mais c'est nous, plusieurs Camerounais de la diaspora, que ce soit ceux d'Europe, dans des différents pays d'Europe, ceux d'Amérique du Nord, avec aux États-Unis, au Canada, partout. Nous sommes des professionnels, chacun de nous a son métier. Donc, si on était égoïste, on aurait dit que débrouillez-vous là-bas, comme certains le disent, mais nous ne sommes pas capables vraiment d'oublier nos pays d'origine. Et nous sommes une association, United for Cameroon, une association de la société civile de la diaspora camerounaise. Et nous avons été impliqués de fond en comble sur cette élection-là, du début à la fin, parce que, comme vous le savez, un système électoral a plusieurs étapes, de l'inscription sur la liste électorale, au choix des candidats, et à chaque étape du processus, nous avons tenu à participer et à mobiliser, sensibiliser les Camerounais pour qu'ils participent, même si nous savons que les règles de jeu sont faussées dès le départ. Mais justement, certaines personnes disaient, et comme on avait suivi, que le candidat qui actuellement pense qu'il a gagné les élections a été aussi ministre des Communications, si ma mémoire est bonne, du gouvernement de M. Biya. Et là, certaines personnes disent, est-ce qu'il y a vraiment une opposition? Est-ce qu'il représente vraiment une opposition ou est-ce qu'il est tout simplement là pour jouer le jeu des Occidentaux? Est-ce que c'est la lecture aussi que vous faites? Mais bien sûr, il y a eu un très grand débat parce que le vrai candidat que nous avons toujours supporté, qui est M. Maurice Kamto, et qui sur tous les points de vue respecte notre combat que nous menons, il est au Cameroun, mais il est comme nous qui voit le monde tel que le monde se présente et veut mettre sur pied un état de droit au Cameroun où il y aura vraiment la compétition électorale réelle sans laquelle aucun pays au monde ne peut se développer. S'il n'y a pas de débat sur les projets de société dans lesquels on a développé les solutions aux enjeux de la société spécifique dont il est question et que la population reste le seul arbitre et le maître de jeu qui choisit, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, chaque courant philosophique de la société qu'on appelle parti politique présente son projet de société où le candidat, chaque candidat, comme dans le cas d'espèce, c'est une élection présidentielle, chaque candidat présente à la population son projet de société. Pendant la période électorale, on essaie de répondre à des questions, de faire des débats et la population à la fin, qui est le seul maître du jeu réellement dans les pays démocratiques, dit vous, tel groupe, tel candidat, on te donne la chance d'appliquer ce que tu nous as proposé et puis au bout du mandat, on verra ce qu'il en est. Donc pour revenir au cas de M. Chiroma, il s'appelle M. Chiroma. Bien sûr, il a été ministre de porte-parole du gouvernement, ministre de la communication. Il a assumé plusieurs responsabilités ministérielles. Et puis, notre candidat, comme je vous disais, M. Maurice Kamto, qui a vraiment une grande audience dans le pays, qui a une population vraiment large qui le suit, comme dans tous les pays francophones, des anciennes colonies françaises en Afrique. Lorsque tu as un tel candidat qui veut toucher au nœud du système, qui commence à remettre en question le système néocolonial en place, la première des choses qu'on fait, c'est le cas au Côte d'Ivoire, c'était le cas au Sénégal jusqu'à la toute dernière minute, lorsque le Conseil constitutionnel du Sénégal a changé de camp, tout simplement. Donc, la première des choses, c'est d'exclure ce candidat qui est le plus important, candidat nationaliste. Donc, M. Kamto avait été très injustement et très bizarrement là, exclu. Toute la population a vu tous ces détails. Et lorsque je dis que nous avons participé, avant de conclure, de revenir encore sur M. Chiroma, il y a une parenthèse à ouvrir, parce que le débat, à savoir, sachant que le système électoral est complètement biaisé, est-ce que nous devons supporter, même participer à ce processus? Ce débat-là a eu lieu dans notre camp et notre position à United for Cameroon et beaucoup d'autres activistes camerounais et même politiciens est que non, il faut participer comme outil de sensibilisation de la population et de leur mobilisation
raison. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons que le système est biaisé, ils ont tellement écrit leur code électoral que quand tu lis, tu te dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de mieux? C'est dans l'application qu'ils ne respectent pas. Et donc, souvent, lorsque nous disons que le système est biaisé, il y a une partie de la population qui est dubitative. C'est-à-dire que mais c'est le même système qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit partout, c'est transparent. On s'inscrit sur la liste, le jour des élections, dans les bureaux de vote, on compte et chaque candidat ou son représentant ou un parti politique part avec sa copie de procès verbal et c'est la sommation de ce procès-là qui donne le résultat. Théoriquement, c'est comme ça. Donc, ils ont Maurice Kamto. Et maintenant, au lieu d'abandonner, on a essayé d'appliquer ce qui s'est passé au Sénégal. C'est qu'au Sénégal, le vrai candidat, c'était M. Sonko, Ousmane Sonko. Exactement, on s'en rappelle de ça. Donc, lorsqu'on l'a exclu, comme le PASTEF s'était arrangé pour mettre plusieurs personnes de leur parti comme candidat en plus de M. Sonko, tout en prétendant qu'ils n'ont aucun autre candidat autre que Sonko. Lorsqu'on l'a exclu, ils ont juste pris un parmi ceux que le Conseil constitutionnel avait validé pour suivre. Donc, dans le cas du Cameroun, on a juste regardé parmi la poignée de 11 personnes qui ont été acceptées, qui est celui qui va accepter notre cahier de charges pour le changement démocratique. C'est-à-dire que le mandat dans les pays francophones était copié sur le mandat en France 7 ans. La France a changé, mais ces pays ont gardé cela. Donc, on a dit que bon, on va supporter un candidat qui ne fera pas les 7 années, mais qui va prendre de 3 à 5 ans pour réunir les Camerounais et réécrire toutes les règles qui définissent les institutions démocratiques du Cameroun. Ça, c'était une des conditions. Une autre condition, c'est que ça va prendre quelqu'un qui, si nous faisons la preuve que les élections ont été volées, est prêt à mobiliser la population dans la rue pour se battre et chasser ce gouvernement. On a aussi mis la condition qu'on veut quelqu'un qui va réunir les Camerounais pour avoir une certaine réconciliation, parce que dans la bagarre et la bataille pour avoir un état de droit au Cameroun, il y a eu dans l'histoire beaucoup de traîtrises, beaucoup de morts. La France reconnaît qu'il y a eu à peu près 500 000 morts, mais les historiens parlent à peu près d'1 million de Camerounais qui ont été massacrés de 1958 à de 1955 à peu près à 1971. Donc, tout ce débat historique en fonction du temps, et en 2009, après la chute du mur de Berlin qui cristallisait le monde avec la bataille entre l'Union soviétique et l'Occident, beaucoup de pays sont libérés et les Camerounais ont profité de cela aussi pour faire 6 mois sans travail. Ils appelaient ça ville morte, pour dire que si le régime ne quitte pas, ils n'iront jamais au travail. Exactement. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires et beaucoup de situations à régler liées à cet événement-là. En 2008, lorsque le régime qui est en place, parce qu'après les événements de 2009, 2010, 2011, il y avait eu une nouvelle constitution qui disait que personne ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, en 2008, il a massacré la population avec une assemblée nationale qui était à sa guise, même payer des millions aux gens pour dire, regarde, tu vas voter pour moi, on va annuler cette constitution-là et commencer une autre, où finalement, il peut se présenter indéfiniment, même à 93 ans, comme il est présentement là. Dans cette bataille, il y a eu des morts, je reviens, il y a eu des morts, et donc on a mis sur une de nos conditions pour supporter n'importe quel candidat parmi les 11 qui accepte nos conditions, on va lui prêter la grande masse des Camerounais qui supportent Maurice Kamto, et on va mettre sur pied des mécanismes pour contrôler à partir de là chaque étape du processus électoral, en espérant que ça marche, mais pour montrer à la population que lorsque nous vous disons que le système est biaisé, est-ce que vous avez vu vous-même? Et là, on a préparé vraiment la population, et je suis fier, quel que soit ce qui arrive, de savoir que la population du Cameroun est présentement bien préparée, parce qu'ils ont travaillé comme c'est incroyable, en ce sens que on savait que lors des élections, leur technique générale, c'est de couper l'internet, de couper l'électricité le soir lorsqu'on fait la décompte, d'avoir des bureaux de vote fictifs. Une fois que M. Chiroma, pour revenir à lui, a accepté toutes ces conditions, et c'est le seul candidat de la liste des candidats admis par le Conseil constitutionnel qui a accepté toutes ces conditions-là. Et on s'est dit, et il y a un évêque de Yagua, une ville au Cameroun, qui a dit, quel que soit ce qui arrive, même si le diable descend du ciel pour venir nous aider à nous débarrasser du système, on prendra ce diable-là et on verra par la suite. C'est le leitmotiv que nous avons utilisé en disant que quel que soit le diable, quel que soit son passé, qui accepte nos conditions-là, de dire que son mandat se transformera en une période de transition de 3 à 5 ans, durant laquelle il y a plusieurs discussions entre les Camerounais pour mettre les institutions démocratiques indépendantes les unes des autres et en faire un état de droit. Il avait tout accepté. Il a juré de tout et jusqu'à présent, son comportement, on ne lui reproche rien.
jusqu'à présent, il respecte vraiment le cahier des charges. Il est déterminé à se battre pour le respect du résultat des élections. Et comment nous avons fait pour savoir c'est quoi vraiment le résultat des élections? Avant qu'on aille vers ça, je dois te poser quelques questions parce que justement, oui, Haïti a eu à peu près ce scénario-là. Donc, comme je le dis souvent aux frères africains, aux sœurs africaines, il n'y a rien qui se passe sur le continent mère qui n'a pas été fait sur cette petite île qu'on appelle Haïti. OK? Oui. Donc, si je comprends, quelqu'un qui est resté dans ce régime pendant longtemps, vous avez quand même misé sur lui en pensant que, puisqu'il a accepté toutes les conditions. Le cahier des charges, oui. Exactement. Donc, vous allez investir une certaine confiance ou un crédit à ce qu'il remporte les élections et continue sur ce que tu as mentionné. Une transition vers l'état des droits. Est-ce que tu penses, s'il arrive réellement à devenir président, est-ce pour quelqu'un qui est resté dans le régime, qui a compris et qui a été quand même, comme on dit, dans le secret des dieux, qui connaît les petites passe-passe, les petits trucs comme ça, pensez-vous réellement qu'il pourra garder parole et... Oui, je comprends. Je sais que c'est normal comme humain d'avoir peur que parce qu'il était de l'autre côté, il peut refaire comme de l'autre côté. Tous les candidats, parce qu'il n'est pas le seul ministre qui a démissionné. Hein. Il y en a un autre qui s'appelle Bello Bouba Maïgari, qui a également démissionné et qui jouait l'opposant. Et que maintenant qu'on commence à se battre, n'est-ce pas, pour le processus vers la déclaration du résultat, on se rend compte qu'il est resté, d'après son attitude, à chaque étape subséquente du processus électoral depuis le jour que l'élection a été déclenchée et que la liste des candidats a été arrêtée. Il se comporte effectivement, à nos yeux, comme quelqu'un qui était là juste pour brouiller l'opposition. Donc, c'est tout à fait humain de penser que, mais pourquoi vous avez compté sur celui-là? En réalité, si on regarde l'histoire humaine, l'histoire des institutions à travers tous les pays du monde, la plupart du temps, les gens qui étaient dans le système, une fois qu'ils changent de camp, sont les mieux placés pour savoir comment ça se passe réellement. Parce que je prendrai l'exemple des États-Unis des années 30, il y avait beaucoup de corruption aux États-Unis parce que ces années 30-40, là, il y avait beaucoup de développement des villes comme New York. Et puis, ceux qui faisaient le délit d'initié étaient dans le système. Et puis, pouvaient dire à leurs amis que bon, il va y avoir des bouches de métro qui se développent, une ligne de métro à tel endroit, aller acheter tout le terrain, ainsi de suite. Et le président, je pense qu'il s'appelait Delano Roosevelt, pour combattre ce système-là, a pris un des plus grands bandits du système, qui est venu mettre des règles tellement serrées que même de nos jours, ces règles-là sont toujours citées en exemple. Donc, pour dire que quand un bandit change de camp, ou même dans les crimes organisés, quand il change de camp, il devient une ressource irremplaçable, comparé même à une personne de bonne foi, mais qui était complètement extérieure à cette organisation, qui devra prendre le temps d'apprendre et faire des erreurs. Alors, quand tu as le plus grand chef bandit qui sort d'un groupe de crimes organisés et qui a résolument changé de camp, parce que jusqu'à présent, le discours de monsieur, d'ailleurs, au Cameroun, on cherchait à l'arrêter. Actuellement, il y a près de des milliers de militaires qui ont été envoyés dans sa région et la population est sortie pour protéger sa maison. Donc, c'est pas un jeu là, c'est quelqu'un que le régime trouve actuellement comme quelqu'un à abattre. Donc, les troupes d'élite. Donc, nous pensons que à un moment donné, il faut donner la chance aux coureurs parce que même si ça ne marche pas, ça ne marchait pas déjà, on ne perd pas grand-chose. C'est vrai, c'est vrai. Ma question maintenant, c'est de savoir que le 12 octobre, il y a eu lieu les élections. On attend toujours les résultats qui, je crois, devraient être... Au plus tard, le 26. Exactement. Et on a vu que M. Issa Chiroma Bakari a déjà sorti son discours. Et là, on peut dire carrément c'est un discours victorieux qu'il a sorti. Et beaucoup de Camerounais se posent la question pourquoi il décide d'aller à l'encontre même de l'état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de résultats et il sort un tel discours. Où il va avec ça? Est-ce qu'il veut intimider le gouvernement ou comme le professeur Niamsé, parce que je l'ai écouté aussi, j'ai écouté plusieurs personnes pour comprendre l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Selon lui, sa théorie, c'est que M. Bakari serait un allié non avoué du gouvernement, donc c'est pour cela qu'il ose sortir de cette façon-là et déclarer sa victoire avant même les résultats fournis par le gouvernement.
gouvernement. Est-ce que c'est le cas? Là, tu viens de nous dire que non. Oui, donc je vais répondre à ça. En fait, il y a d'abord le cas de M. Niamsi, parce qu'en réalité, comme j'ai mentionné tantôt, dans notre propre camp, dans lequel nous nous trouvons, inclus même M. Niamsi, parce que lui aussi veut le changement pour un état de droit au Cameroun, il y a cette division-là des gens qui pensent que si le système est faussé dès le départ comme système électoral, il ne faut pas y aller. Et il y a des gens comme nous qui se disent que, parce que pour M. Niamsi, c'est juste la sortie de la population en grand nombre, comme la Révolution française, qui pourra régler la situation. Et nous sommes aussi d'accord avec lui qu'effectivement, la sortie en masse de la population à travers le monde a toujours réglé la question. Et le problème des Camerounais, c'est de savoir, et même le problème fondamental dans n'importe quel pays, mais comment faire pour sortir cette population? Donc, nous savons tous que si la population sort par millions, ça sera comme la Révolution française, la Révolution britannique, même la Révolution américaine, avant que ça ne devienne, se transforme en lutte armée pour l'indépendance des États-Unis. Nous sommes tous d'accord avec M. Niamsi et d'autres qui pensent comme lui. Et puis, nous sommes aussi d'accord que le système est complètement biaisé et verrouillé espacement. Mais notre problème, notre stratégie à nous est de dire que pour faire sortir la population au final, il faut utiliser chaque étape du processus électoral pour montrer à la population, leur faire participer par millions et leur dire, vous avez vu vous-même, non? Étape par étape. Et actuellement au Cameroun, la population, à mon avis, cette fois va sortir. Honnêtement, là, lorsqu'on va refaire une autre émission, on n'a jamais vu autant d'effervescence parce que nous les avons amenés à participer au processus électoral. Exact. Au moment de s'inscrire, avant, personne ne s'inscrivait parce qu'il disait, ah, c'est déjà joué à l'avance. Il y a eu ce débat comme avec M. François Niamsi et d'autres personnes. Et nous avons dit que non, il faut aller et ça sera pour nous un outil de sensibilisation et d'éducation pour que vous preniez connaissance de la nature réelle de ce système que vous continuez à garder et à vous croiser les bras. Ils ont dit, ouais, nous avons cotisé pour financer leur inscription sur la liste électorale. Et là, le gouvernement qui, depuis, disait toujours, les gens ne veulent pas s'inscrire. Commençait à dire, non, vous ne vous inscrivez pas. Donc, ils commençaient à trouver que la population a vu comment on mettait des entraves pour qu'ils ne s'inscrivent pas. Nous leur avons dit, ça, c'est la première étape sur une longue procédure d'étapes. Vous avez vu, non? La population n'était vraiment pas contente que, mais on va s'inscrire. ELECAM, c'est l'organe qui organise les élections. Élections Cameroun, ça s'appelle, c'est abrégé ELECAM. Nous dit d'aller dans tel quartier. Finalement, ils ne sont pas là. On apprend qu'ils étaient plutôt dans l'autre quartier. Donc, ils jonglaient comme ça. Et puis, ils disaient à la diaspora, personne ne doit s'inscrire parce qu'ils savent déjà notre position. Et on a dit à la population, nous sommes victimes, mais ça ne nous dérange pas. Mais est-ce que vous voyez ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale comme ils disent? On a dit non. Après, maintenant, d'après la belle procédure électorale du Cameroun que le monde entier trouve que c'est parfait, c'est correct. On prévoit qu'on doit rendre public la liste, le fichier national de tous les inscrits. Comme ça, chacun va voir s'il y a des morts dans la liste, qui s'est inscrit, est-ce que réellement il se trouve sur la liste et votera dans quel bureau. Et les CAM a refusé de publier. Et là, la population disait quoi? On leur a dit, regardez vous-même. Et les gens étaient vraiment, il y avait des marchés qui s'interrompaient parce que les gens veulent voir leur nom. Après, il y a eu l'étape d'aller retirer les cartes électorales qu'ils étaient supposés donner au moment des inscriptions sur la liste électorale. La population était complètement fâchée parce que beaucoup n'arrivent pas à trouver leur carte électorale. Et qu'est-ce qu'ils font de ces cartes électorales? Ils gardent quelque part et les jours des élections, ils prennent des charters, des gens en camion pour utiliser ces cartes, aller voter de bureau en bureau, sans même être à la liste de vote en question. Donc, nous avons procédé de cette façon-là pour sensibiliser la population pour qu'elle soit à l'étape où le monde voit tantôt et risque de voir dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc, on a ouvert leurs yeux. On a dit, vous avez vu, où est ta carte? Tu allais t'inscrire. Tu as perdu une journée de ton travail pour aller t'inscrire en faufilant dans les quartiers, chercher ELECAM qui se cachaient partout. Tu n'as même pas ta carte pour voter. Les gens ont dit, ok, vous avez raison. Après, maintenant, il y a eu l'étape des candidatures où on voit la candidature de Maurice Kamto se faire enlever comme ça parce qu'on disait que bon, il avait boycotté les élections de 2020, mais n'importe quel parti qui avait participé peut inscrire, même moi qui parle là, n'importe qui. Et même le gouvernement disait, Maurice Kamto ne peut pas participer avec son parti MRC, mais s'il trouvait un parti quelconque, et il savait qu'ils vont menacer n'importe quel parti pour qu'il ne prenne pas sa candidature. Mais il y en a un qui est même proche de la présidence, de la mouvance présidentielle, qui négociait avec Kamto depuis un temps pour prendre sa candidature, et ce qu'ils ont fait. Dans la nuit, à la veille de la date de fermeture du dossier, le ministère de l'Intérieur, qui on appelle ministère de l'administration territoriale, qui supervise les partis politiques, est allé au quartier chercher quelqu'un, lui donner des millions pour qu'il accepte qu'on va dire que c'était plutôt lui qui est le président
président du parti qui a investi Maurice Kamto, alors que le président de ce parti-là est celui qui a toujours agi avec l'administration territoriale comme vis-à-vis dans des réunions, dans le financement des partis, jusqu'à la veille de ces jours-là. On a pris quelqu'un au quartier pour venir falsifier le site du ministère, mettre le nom de la personne comme responsable et lui le supplier d'apporter sa candidature. Et beaucoup disent que même sa candidature n'était pas complète parce que c'était vraiment trop proche de la date limite. Et on dit, ah, M. Kamto est éliminé, 2 candidats du même parti, c'est interdit. Alors maintenant, vu que, si ma mémoire est bonne, ça va faire en fait. Si M. Biya est élu, ce qui m'étonnerait dans ce cas de figure-là, vu que la population est mise en branle, est déjà prête pour dire que, écoute, là, on en a marre, est-ce de 8, je crois, 8 mandats? C'est donc 8 mandats et 93 ans surtout, il est centenaire là. Et puis, mais c'est ça, je regardais ça, je me dis, mais est-ce que c'est pas la maltraitance des aînés? Parce que à son âge, on sait pertinemment que c'est pas lui qui mène le jeu. Tout à fait. Ce sont les gens autour de lui. Parce que même depuis 2018, au fait, quand il a volé la victoire de Maurice Kamto en question. Oui, en 2018, oui. Oui, 2018, il a donné une délégation permanente de signature à quelqu'un autour de lui. En réalité, c'est lui qui gère le pays, c'est pas M. Biya. Exactement. Donc, mais est-ce qu'il y a eu justement des observateurs externes qui sont venus pour justement s'assurer que tout se fait de la bonne manière et qu'il n'y a pas de magouille prétendue? Mais au fait, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un système néocolonial, pro-occidental. Et comme tu vois tout ce qui se passe, tu ne vois aucun média étranger parler de ce qui se passe au Cameroun. Mais beaucoup vont te parler des moindres remous au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Donc, juste à la veille des élections, parce que j'avais parlé des étapes, mais une des étapes, c'est que Elekam a signé une convention avec l'ONU quelques jours avant le début de la campagne électorale, donc avant le choix définitif des personnes qui vont participer comme candidats. Quelques semaines seulement avant, Elekam a signé une convention avec l'ONU, un peu comme c'était le cas en Côte d'Ivoire avec M. Gbagbo. Donc, cette convention avec l'ONU avait pour excuse publique de partager l'expertise de l'ONU dans l'organisation des élections. Mais nous, les nationalistes camerounais, savions que c'était pour aider le régime néocolonial en place à passer à travers les tourments parce qu'eux-mêmes, ils voyaient que ça ne sera pas facile cette fois-ci à l'ère de la digitalisation parce que nous avons beaucoup misé sur ça pour s'assurer que le public puisse voir ce qui se passe. Pour dire que M. Chiroma, est-ce qu'il a vraiment gagné? Parce que cette question-là est aussi légitime. Ce que nous avons fait, au fait, on a utilisé une faille de leur système électoral qui dit, bien que ça confirme, comme dans tous les pays du monde, que c'est le Conseil constitutionnel qui lit le résultat définitif final, ils avaient écrit pour plaire au public et montrer que les nationalistes comme nous plaignons pour un système électoral qui est correct. Ils avaient donc, c'est la loi, on parle de 113 du code électoral, qui disait que dans chaque bureau de vote, lorsqu'on a fini la décompte, ce résultat par bureau de vote devient public. Donc, nous nous sommes basés sur ça pour mobiliser des gens avec tous les arrangements, même que si on éteint Internet, ils vont pouvoir communiquer. C'est des solutions de technologie comme VPN, là, qui fait que finalement, tu es en Haïti, mais ton cellulaire se branche comme si c'était au Canada, ainsi de suite. Donc, même si on coupe Internet localement en Haïti, ton téléphone va continuer à fonctionner. Donc, on a préparé cette solution. On a mobilisé des personnes pour dire, vous votez, vous restez surveiller vos votes et vous participez à la décompte du vote, des bulletins de vote. Et ils ont ce droit-là. Le système permet cela et ça a donné un caractère vraiment démocratique à ce système. Donc, nous l'avons utilisé. Donc, presque tous les bureaux de vote au Cameroun, et avec les résultats qui sortaient instantanément comme ça, les gens publiaient et la photo du tableau sur lequel on comptait et les PV et les procès-verbaux que les différents représentants des candidats ont signés au moment, à la fin du décompte des votes. Donc, c'est comme ça qu'on a pu très instantanément, comme ça se fait d'ailleurs dans tous les pays du monde aujourd'hui. Souvent, c'est les radios, les télévisions qui appellent tel bureau de vote et puis on les met à jour, ils mettent à l'écran de la télévision pour dire qu'à tel endroit, tel candidat a eu tel... Et puis, à un moment donné, eux-mêmes, ils additionnent et ils donnent
la tendance et déclare un vainqueur même avant que la soirée ne se termine. Donc, on a mis des plateformes à travers le Cameroun qui recevaient ces procès-verbaux de chaque bureau de vote et qui les publiaient dans Internet, dans les réseaux sociaux et qui faisaient la décompte. Juste pour chuter, le vol, les gens vont dire, mais avec ça, alors pourquoi il y a discussion? C'est parce que la manière qu'ils avaient fait les procès-verbaux, c'est comme un cahier comme ça, là. Donc, tous les représentants des candidats signent sur ces deux feuilles de la fin, là. Ça dit qu'il y a une page ici où tous les participants ont signé. Et à la fin, ici, encore, peut-être à l'avant-dernière page, mais sur ce morceau, comme ça. Comme vous voyez, regarde, j'ai un cahier ici, j'ai la couverture solide, là, et j'ai le contenu à l'intérieur, comme ça. Donc, la manière qu'ils ont conçu pour bien voler, là, tous les témoins, les représentants des candidats vont signer sur cette page ici, l'endos de la première feuille, et puis signer également à l'endos de la dernière feuille, comme ça, qui fait partie de la couverture. Et puis, ils vont enlever l'intérieur-ci et remettre un autre PV à part. C'est-à-dire là où il y a la proportion que Michael a eu tel nombre de votes dans le bureau de vote, dans notre bureau de vote. Monsieur Bia, qui est le président, a eu ça. Donc, c'est ce qu'ils font. Mais ça, c'est pas réel comme ça. C'est comme solide. Mais ils ont tous les mécanismes de l'imprimerie pour faire. Et puis, ils avaient pris la peine d'écrire une phrase à peu près ludique que personne ne regardait. Seul le procès verbal de l'ELECAM fait foi. Et puis, tout le long du processus, vers la proclamation des résultats, il n'y a aucune confrontation de PV. Même si tous les partis d'opposition arrivent pour dire, voyons donc, regardez ce que vous avez, vous vous êtes trompés. Dans notre bureau du vote, je ne suis pas du même parti que lui, mais nous tous, voilà ce qu'on a signé. Il dit non, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est seulement le procès verbal de l'ELECAM qui compte. Donc, ils sont allés faire ça, mais malheureusement pour eux, il y a des bases de données où tous ces PV qu'on a reçus à la source dans des bureaux de vote sont là. Et chaque Camerounais maintenant sait c'est quoi le résultat qui est sorti ce soir-là. Et c'est ça la difficulté que M. Bia a pour la première fois, parce qu'avec les réseaux sociaux et la digitalisation de la vie de tous les jours, leur code électoral de tricherie ne s'est pas adapté à ça. Et donc, ils sont allés fabriquer ça, mais plusieurs candidats de l'opposition viennent chacun avec le procès verbal qui est sorti dans bureau A, bureau B, bureau C. Et c'est sur l'amalgamation, donc l'addition de tous ces PV-là qui sont disponibles au niveau des bureaux de vote que M. Issa Chiroma a annoncé sa victoire, tout en sachant que normalement, c'est le Conseil constitutionnel qui lira d'ici le 26 ou le 29. Mais par contre, la population est en train de s'organiser pour dire, nous avons tous vu les résultats. Si les résultats que vous allez annoncer, on va respecter la procédure, mais si c'est différent de ce qui est sorti réellement des unes bureau par bureau que nous avons et que vous n'aviez pas contesté à ce moment que c'est sorti, mais on va tous se mettre dans la rue et mourir s'il le faut. Voilà vraiment la situation du Cameroun. On attend les résultats, mais on attend les résultats avec une population qui sait bureau par bureau ce qui est sorti. Et les différents partis politiques ont aussi leur site internet avec les différents bureaux comme en Haïti. Tu dis tel bureau a 8, voilà. Voilà les signatures des gens qui étaient, y compris même le représentant de M. Bia. Donc, ils sont pris dans une situation, ils vont annoncer leurs résultats à eux, falsifiés. Et d'ailleurs, quand on parle de la falsification, il y a des Camerounais qui ont fait les vigiles. Et ils ont surpris les membres de l'ELECAM là, parce que l'ELECAM est nommé par M. Bia lui-même. Et puis, le long du processus, il y a des juges de ceci, mais qui dépendent que de lui. Donc, les Camerounais ont débusqué plusieurs bureaux où on était en train de fabriquer l'intérieur de ce que je t'ai dit là. Il y a même des gens qui ont été menacés quasiment de mort par la population. Et ils ont déclaré ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que, regarde, nous, on a l'habitude de changer l'intérieur. Donc, c'est ce qui se passe alors. Mais la population, c'est au niveau des bureaux de vote ce qui était réellement sorti comme résultat. Donc, la population est aux aguets, la population attend le bon moment et attend, en fait, le 26 octobre, je crois. Oui. Dire non ou oui, on n'accepte pas les résultats. Exact. 3 questions avant que l'on termine parce qu'on sait que les gens aiment quand c'est rapide. Oui. On n'a plus de patience comme dans le temps où on écoutait, on comprenait et puis on réfléchissait sur les choses. Alors, si je comprends, avec au-delà de tout le travail de militantisme pour sensibiliser la population, mais j'ai vu que l'arme fatale, en fait, pour tous ces gouvernements qui essaient de faire des petites magouilles ou des institutions qui essaient de faire des petites magouilles, c'est vraiment l'arme la plus fatale, c'est les médias sociaux. Parce que c'est à partir des médias sociaux qu'on a vu que les gens allaient dans les urnes, en fait, dans les bureaux électoraux pour voir, vérifier et voir. Oui, c'est ça.
c'est ça, c'est ça. Et on a vu la même chose pour les élections sénatoriales, en fait, pour la diaspora. Au Gabon, c'était la même chose, c'est les médias sociaux, les gens filmaient. Est-ce que tu penses que là, le gouvernement va prendre des positions fermes, interdire la circulation ou les échanges justement de vidéos, de reportages par la population? Mais ils vont essayer tout, parce qu'avant, c'est exactement ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'à la veille des choses comme ça, ils fermaient Internet, fermaient l'électricité, et puis envoyaient les soldats partout, et puis tout était fini. Mais le problème était que dans le passé, au moins les 3 dernières élections, ceux qui se battaient étaient les militants de Maurice Kamto. Et l'erreur aussi que le gouvernement a fait, étant mieux, était de dire que bon, on va écarter Maurice Kamto, mais celui qui est venu n'a rien à voir avec sa base de Maurice Kamto, et toute sa région actuellement est mobilisée et reste dehors. Si tu regardes là, tu dis Garoua, le nord du Cameroun, ils ont une population plus large que le reste du Cameroun. C'est le vivier électoral. Donc ils sont tous dans la rue. Il y a des milliers de personnes qui ont encerclé la maison de monsieur Chiroma pour le protéger, et ils font face à l'armée. Donc actuellement, en additionnant les 2 bases, c'est-à-dire ceux qui se sont toujours battus jusqu'à date et qui sont à majorité les supporters de M. Maurice Kamto, et cette nouvelle base-là qui vient des supporters de M. Chiroma et toute la région du Nord, tous les Peuls du Nord, parce qu'ils sont plus nombreux que les Bantous au sud, parce que les Bantous sont un peu comme les Haïtiens et les Congolais, alors que les Peuls, c'est des Sénégalais, des Maliens à la hauteur du Cameroun. Exactement. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, actuellement, la base contestataire est vraiment beaucoup plus large. Et ceux-là n'ont jamais été victimes de quoi que ce soit. Donc, ils n'ont pas encore la peur de l'histoire du passé où on a massacré ma tante, mon oncle. Eux, c'est tout nouveau. Et ils sont déterminés comme c'est pas permis. Et même le reste du Cameroun, y compris même la zone du même groupe ethnologique que le président de la République, M. Biya, se plaignent aussi, et ont même dans leur bureau de vote. M. Biya a perdu même dans sa région, dans beaucoup de bureaux de vote, parce qu'ils disent que tu as été au pouvoir pendant 43 ans, nous n'avons ni route, ni école, ni rien, parce que c'est la région, au fait, curieusement, qui a été la plus retardée au Cameroun, parce que M. Biya prenait cette région pour acquis. Donc, c'est ça. Ce qui fait que finalement, la base militante qui se mobilise pour aller dans la rue est beaucoup plus large que par le passé. Dans le passé, c'était les supporters de M. Maurice Kamto. Et puis, comme le gouvernement en place a les mêmes techniques que le gouvernement colonial de l'époque, de diviser les groupes ethniques pour mieux les contrôler. Ils ont fait ça aux Indiens, ici, ça s'est fait au Cameroun. Ben oui, c'est parti. Donc, malheureusement, en excluant M. Maurice Kamto et en prêtant les partisans de M. Maurice Kamto, même indirectement, même que ce soit formel, à supporter M. Chiroma, a fait que la base s'est élargie. Et puis, ça a permis aussi à ceux du Sud, un peu partout, qui se sentaient marginalisés par le processus, de s'allier en disant que si les partisans de Maurice Kamto supportent ce monsieur, peut-être que la solution passera par lui. Donc, finalement, la base contestataire est rendue très large. Ce qui m'amène à te poser la question, parce qu'on veut que ça soit vraiment clair. Je sais que certaines personnes sont en train de dire, OK, est-ce que M. Kamto, parce qu'on sait en 2018, à l'époque où M. Kamto avait fait son discours aussi victorieux, c'est que c'est M. Chiroma Bakary qui a dit, mon gars, là, calme-toi parce que tu es en train de te Oui, ils utilisent cet argument, oui, je sais. Mais maintenant, est-ce que M. Kamto ouvertement supporte la candidature de M. Chiroma Bakary? Au fait, parce que M. Kamto est beaucoup plus intelligent que la majorité des politiciens là-bas. C'est-à-dire que le régime n'attendait que tel geste de M. Kamto pour profiter et en faire une distraction, une diversion, et finalement justifier que finalement ce que Chiroma fait, c'est parce que Kamto est derrière lui. Il a gardé son calme tout en laissant tout son état-major derrière M. Chiroma. Ce qui veut dire que les supporters de Maurice Kamto sont là derrière M. Chiroma. Beaucoup des cadres très proches de lui sont dans l'équipe même de campagne de M. Chiroma, mais le parti officiellement n'a donné aucune instruction particulière à qui que ce soit. La position de M. Kamto a dit que chacun supporte son candidat préféré. Mais en réalité, ça c'est ce qui est dit officiellement. Exactement. C'est ça. Mais dans la réalité des faits, tout le monde sait que derrière M. Chiroma se trouvent les partisans de Maurice Kamto, les ressources de Maurice Kamto et même les cadres politiques du parti de M. Maurice Kamto. Tout le monde le voit et puis qui sont là, ils sont les porte-parole. Et puis tous ceux qui supportaient Maurice Kamto comme nous, de la diaspora, on a participé aussi à la logistique d'aller voter, de sortir les votes, d'aller surveiller les votes, d'aller surveiller la décompte des votes
c'est ça, la décompte des votes, et de garder les PV, de s'assurer qu'on a les PV qu'on publie, de se préparer au cas où on coupait l'électricité, de venir là avec les lampes torchées et des systèmes d'éclairage portable, de s'inscrire dans des VPN pour s'assurer que même si on coupe l'Internet, ils auront l'Internet. Donc, il n'y a jamais eu autant de sensibilisation de la population camerounaise et autant de leur préparation. Actuellement, les discours qu'il y a là-bas, c'est de dire aux gens de ne pas converger vers la place publique, mais de s'organiser à travers les quartiers. Et quand ils convergent à la place publique, que ce soit une convergence généralisée. Parce qu'avant, tout le monde disait à la place de la poste. Les policiers allaient là juste cueillir les gens qui arrivaient. Tu comprends? Mais c'est ce que je dis souvent aux gens en Haïti. Tu peux pas vouloir. C'est ça. Donc c'est sûr que les policiers vont être prêts pour vous. C'est ça. Parce qu'actuellement, la population l'explique même avec beaucoup d'arrogance. C'est de dire que leur armée, là, ils sont même à combien? On va disperser à travers le quartier et puis, s'ils vont diviser leur maigre nombre là à travers le quartier, qui vient, on va les cueillir nous-mêmes. Donc, tu sens que j'ai entendu ça ce soir et j'ai dit, je n'ai jamais pensé à ça. Tu sens que la population s'organise. On dit, on va attendre le résultat. Si vous dites ce qui sort des urnes, nous ne sommes pas contre et on sait que M. Chiroma, d'après procès verbal par procès verbal dans tous les milliers on sait que c'est lui. Si c'est pas lui, ben, on va à la mi-temps, comme on fait au soccer, là. Il dit, on a joué la première mi-temps, on va aller à la deuxième mi-temps maintenant. Je suppose. Alors, malheureusement, et l'entretien s'achève dans quelques minutes, mais j'aimerais juste savoir, je sais que tu n'es pas devin. Alors là, je sais que tu ne l'es pas. Non, je ne suis pas. Mais on va faire les pronostics ou des prévisions. Est-ce que tu penses que si M. Chiroma Bakary arrive au pouvoir, est-ce qu'on pourrait espérer ou voir M. Kamto au sein du gouvernement, faire partie du gouvernement? C'est ma question. La dernière, c'est de savoir quelle en sera la situation au Cameroun si, par pur hasard, je pèse chacun de mes mots, que M. Biya décide de rester au pouvoir. Okay. Qu'il décide parce que là, on sait déjà la tendance au sein de la population camerounaise. Ok, donc pour M. Kamto, c'est lui seul qui peut savoir, mais moi, ça ne m'étonnerait pas que dans un Cameroun de renouveau où on prépare les structures, les institutions de l'état des droits que nous envisageons tous, parce que même si c'est M. Kamto qui gagnait les élections, s'il était candidat et s'il maintient le système en place, c'est sûr et certain que nous allons continuer notre bataille toujours. Tout ce que nous voulons là, c'est pas une affaire de personne. Nous voulons tout simplement que notre pays entre dans un état de droit et que la compétition, la compétitivité dans la proposition des solutions aux enjeux de société au Cameroun se fasse comme partout. Parce que tu es à Montréal comme moi. Tu sais que à chaque 5 ans, tu vois que les structures dans ton quartier ont changé. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a compétition des idées pour régler telle question du quartier au niveau de la mairie, au niveau de la province, c'est la même chose, au niveau du pays en général. Parce que l'industrie qui développe les pays, c'est la politique compétitive. Et la seule monnaie pour payer le travail que les gens font pour sortir ces idées et ces solutions, c'est vraiment les votes. Donc, pour avoir ces votes et accéder au pouvoir, la monnaie des chances, c'est que les politiciens réfléchissent sur les enjeux de société du pays, font la liste la plus exhaustive à leur façon, d'après eux, et proposent pour chaque enjeu des solutions. C'est ce qu'on veut dans notre pays. Donc, M. Kamto, c'est sûr et certain, étant donné qu'il a été beaucoup préparé face à ces enjeux-là de la démocratisation et de l'établissement de l'état des droits, aura un rôle de contribution à donner, que ce soit officiellement ou juste comme un chef d'un courant philosophique de la société qu'on appelle son parti politique. Donc, sans jouer au devin, je suis sûr que si on arrive à une situation où M. Chiroma, finalement, est installé à la présidence comme la population au regard des votes, bureau de vote par bureau de vote, que la population lui a donné, je suis sûr que ce cadre-là apaisé permettra à tous ceux qui ont des idées et des propositions à faire pour améliorer le Cameroun, contribueront à tête reposée. Et je suis sûr que M. Kamto contribuera aussi, que ce soit à titre privé ou à titre officiel. C'est quelqu'un qui a démontré son amour pour son pays et son amour à participer à édifier un État camerounais souverain et un État camerounais qui vit dans un contexte d'État de droit. Maintenant, pour savoir si M. Biya arrive à réussir son passage en force, moi je suis convaincu que rien ne sera plus comme avant. Peut-être qu'il pourra subsister
avec, et ça, j'en doute fort, mais supposons que théoriquement, ce n'est qu'une question de probabilité, même si c'est 1%, c'est une possibilité pareille. À ce moment-là, la population est maintenant éduquée à comment on faisait la tricherie pour le maintenir là pendant 43 ans, c'est-à-dire la falsification des PV, c'est-à-dire les tricheries à chaque étape du processus électoral. Maintenant, on a réussi à éduquer la population pour savoir clairement ce qui se passe à chaque étape. Inscription sur la liste. C'est quoi la liste électorale nationale? Les candidatures. Comment on excluait tous ceux qui sont potentiellement capables de battre le régime en place. Et maintenant, une fois qu'on fait des élections, la falsification des procès-verbaux. Et puis, même des fois, ça pourra arriver que même si les procès-verbaux n'étaient pas falsifiés, au niveau du Conseil constitutionnel, là, au niveau des différentes étapes qui centralisent et additionnent le nombre de votes, même si cela n'avait pas été le cas, ils peuvent bien décider que, regarde, le président du Conseil constitutionnel se lève et dit, Monsieur Biya a gagné, même sur la base de rien. J'ai l'armée, j'ai la police, j'ai les juges, vous allez faire quoi? Mais de nos jours, cette situation-là n'effraie plus beaucoup la population parce que j'ai vu, il y en a beaucoup en prison et beaucoup sont prêts à aller encore dans la rue. Donc, je pense que même si M. Biya a réussi à passer en force, c'est une situation qui ne sera pas tenable à long terme parce que maintenant, le pays a tellement régressé que beaucoup de gens n'ont plus rien à perdre. Et beaucoup de gens maintenant sont sensibilisés et savent réellement en détail comment le banditisme politique prospérait au Cameroun jusqu'à nos jours. Sur ce, bon, il faut qu'on se dise à très bientôt parce que c'est sûr qu'on va avoir une émission spéciale, soit le jour des résultats électoraux ou à n'importe quel moment. Donc, et j'espère à ce moment-là qu'on aura aussi d'autres confrères, consoeurs pour alimenter cette discussion-là. Donc, nous savons tous que les résultats électoraux sont sujets à caution. On va rester vigilants, on va suivre ça de très près. Moi, je ne souhaite que le meilleur, que du succès pour le Camerounais. Et afin qu'ils puissent voir, moi, très jeune, là, j'entends toujours Monsieur Biya, comme... Il est là depuis 43 ans et il a 93 ans. Et pour revenir au professeur Maurice, professeur Franklin Nyamsi, mais nous l'aimons beaucoup en passant. Hein. C'est juste que même si on est de même camp, on ne peut pas être d'accord sur tout. Exact. Je l'ai dit, je le répète encore, je suis convaincu que si des millions de Camerounais sont dans la rue, comme le dit monsieur Nyamsi, c'est sûr que ça va régler la question parce que nos pays là n'ont pas plus de 100 000 soldats et policiers. Là. Donc s'il y a des millions de gens dans la rue en Haïti, n'importe où, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça va régler la question. Mais la grosse question, c'est comment les sortir avec la brutalité que ces gens-là montrent en face et chacun dit que je veux voir mes enfants grandir. C'est ce qui arrive souvent. Et donc, nous sommes d'accord avec lui. Le système est triché. Et puis, si des millions sortent, ça va marcher. Mais nous pensons qu'effectivement, le fait d'avoir participé au processus et d'éclairer les yeux de la population sur ce banditisme outrageux du processus électoral facilitera au bout du compte la sortie des millions de Camerounais dans la rue. Nous sommes juste différents au niveau de la stratégie. Mais je suis d'accord avec lui sur chacun de ces postulats. Que le système est biaisé, ben, s'il y a des millions, ça va régler. Et j'ai dit, oui, je suis d'accord, mais comme pour les mettre dans la rue, montrons-leur que la publicité et tout ce que le gouvernement dit pour vanter le système électoral, que lorsque les gens se mettent les deux pieds dedans, ils se rendent compte que c'était juste de la pagaille. Au fait. Et ça va faciliter les gens à sortir. Voilà. Donc, on espère que l'armée, le corps de l'armée ne sera pas à l'encontre de la volonté du peuple camerounais et qu'ils vont être assez sages pour prendre le côté du peuple comme on vient le faire en fait dernièrement le chef état-major de Madagascar. Donc on espère que ça va être là, en fait le même scénario. Non, tu sais que c'est ouvert entre tout ce qui se passe dans la plupart des pays francophones d'Afrique est lié un peu à ce que les gens voient se passer au Mali, au Niger et Burkina Faso et bientôt le Mali et d'ailleurs au Cameroun beaucoup citent même ce qui est arrivé au Népal. Quand tu lis le texte au Cameroun là, tout les gens s'inspirent en fait de certaines batailles de certains pays pour... Exact, puisque le monde est devenu un village global au sens réel. Exact. Et surtout que les dictateurs sont un peu en retard par rapport à l'évolution
gestion des réseaux sociaux. Donc, même ce code-là, même si Biya s'accrochait, ça sera difficile qu'il garde ce code électoral parce que on a vu des vraies failles qu'il faut aller combler aussi. Et même si M. Chiroma gagnait, lorsqu'on va mettre des institutions électorales comme la commission électorale ou bien le processus électoral, on va essayer de boucher tous ces trous que même nous-mêmes, les activistes, on ne savait pas que ça pouvait exister. Ça dit qu'on fait signe le PV, chaque témoin a sa copie. Et je déclare que seul le PV de Michael fait loi et les gens ne s'en font rien. Nous avons nos copies, tu peux dire ce que tu veux. Mais que c'est moi qui ai toute l'institution pour déclarer les résultats et en cours de route, je fabrique l'intérieur de chaque PV dont vous avez une copie avec mon résultat que je veux. Et puis, au long du processus, les gens veulent comparer. Mais comment ça se fait que tu dis qu'à Montréal, il y avait ça? Voilà le PV de Montréal, voilà ce que nous avons. Exact. Il dit non, il n'y a aucun processus de comparaison des PV. C'est interdit par la loi. Finalement, tu te rends compte que c'était quoi le processus. Et on dit à la population, vous avez vu, non? Restez au quartier et puis allez manger vos beignets là et boire le vin, c'est tout. Alors, quelques mots pour conclure? En tout cas, mon mot pour conclure, c'est de dire qu'il ne faut jamais se décourager pour le combat, pour l'état de droit. C'est la voie d'avenir parce que tous les peuples du monde n'avaient que des rois et des empereurs. Il n'y a aucune exception. L'Europe, là, c'est l'Europe, même de nos jours, il y a encore des rois et des empereurs là-bas. Et on a dépassé ce niveau parce que ça prend à une époque où tout le monde va à l'école, d'avoir un débat sur les enjeux de société et de choisir quel courant philosophique ou bien quel dirigeant va aller diriger le pays à la lumière de ses promesses, avec une capacité de corriger à la fin du mandat s'il n'a pas fait ce qu'il avait dit. C'est ça qu'il faut. Donc, mon mot est de dire à tous les peuples qui se battent dans le monde pour sortir de l'obscurantisme politique, de ne pas baisser les chines, de continuer à se battre avec détermination, en étalonnant sur ce qui se passe de mieux partout dans le monde et en mettant à jour leur logiciel de bataille. Éventuellement, nous allons réussir parce que même les pays en Occident qui ont réussi leur révolution, ça ne s'est pas passé en moins de 10 ans. Là. Les Anglais s'étaient battus pendant une 50aine d'années avant d'avoir une négociation avec le roi britannique qui a cédé tous les pouvoirs exécutifs et se contentait d'être juste un gérant, un chef d'État symbolique. Les Français s'étaient battus pendant des dizaines d'années. Même lorsque le roi a été pendu en 1789, je pense, les révolutionnaires ont continué à se battre entre eux jusqu'en 1793. Donc, ce n'est pas une partie de promenade, là, c'est pas facile, mais il faut pas abandonner le combat. Et donc, j'espère et je crois le doigt que tout se passe bien pour les Camerounais et que ça se passe aussi ainsi pour les autres pays africains et de la diaspora africaine par la suite dans le processus de leur combat pour l'état de droit. Alors, merci beaucoup. Merci à notre cher invité, Michael Fogan, d'avoir accepté cette invitation-là. Nous pensions qu'il était normal et impératif d'avoir quelqu'un d'origine du Cameroun pour nous en parler. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin de notre émission. Et comme d'hab, je vous dis merci. Merci d'avoir été parmi nous. Et vous savez ce qu'il faut faire, partager, commenter et faites ce que vous en voulez, découper des séquences parce que il faut absolument qu'on continue d'informer nos populations, de les sensibiliser parce que vivre dans la dignité, dans la justice et avec cette possibilité de se développer socio-économiquement et politiquement, voire spirituellement, c'est un devoir de chacun d'entre nous. Alors, comme d'hab, Kembe Djampalagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Ciao. Ciao. Ciao.